Tim Burton n'a pas fait un vrai bon film en 20 ans et là il revient avec une suite à l'un de ses films fétiches 35 ans après. C'est évidemment risqué. Beetlejuice, Beetlejuice. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, comme vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Beetlejuice, Beetlejuice se déroule donc 35 ans après les événements du premier film. Le personnage de Winona Ryder a bel et bien grandi, elle a la cinquantaine et elle a une émission de télé où elle parle à des fantômes. Malheureusement, un décès va avoir lieu dans sa famille et elle va devoir se ressourcer avec cette dite famille dans la maison du premier film. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de soutien de la chaîne, mais c'est aussi un service utile. Vous le savez, nous avons l'un des pires catalogues streaming au monde et juste en changeant de pays, vous allez doubler votre catalogue. Et en plus de ça, vous pouvez trouver sur Google, vous tapez le nom d'un film et où regarder, et il y a plein de sites qui vous disent dans quel pays trouver le film que vous voulez. Vous utilisez ensuite le VPN au Canada, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Italie, en Belgique, en Suisse, peu importe, où vous voulez pour avoir la VSTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez évidemment Godzilla Minus One en version noir et blanc que j'ai envie de revoir pour le coup, mais aussi l'excellente série trop sous-cotée Scavengers Reign. Sur Apple TV+, vous avez Napoléon version longue qui rajoute presque 1 heure au film. Sur Disney, vous avez déjà La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume, Immaculé et même Kinds of Kindness que beaucoup de personnes ont loupé en salle. Et sur Max, c'est la fête et n'oubliez pas que Max est inclus dans votre abonnement Canal car vous avez Le Garçon et le Héron, vous avez déjà Furiosa, vous avez dès la semaine prochaine Civil War, vous avez Dune 2 en 4K et pour ceux que ça intéresse, vous avez aussi Horizon tout récemment sorti. Vous serez en bien plus grande sécurité qu'un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. En quelques clics, tout le monde peut le faire. En plus de ça, vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description en enclentant épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. C'est vrai que c'est la mode de refaire des suites à des films cultes des années 70, 80, 90. La nostalgie est très vendeuse et moi j'ai revu Beetlejuice cette semaine, le premier. Ça se regarde très vite d'ailleurs, 1h30, j'avais oublié qu'il était aussi court. Et moi j'ai toujours beaucoup apprécié Beetlejuice pour le coup et le revoir m'a réconforté dans mon idée d'apprécier le premier film. Mais en général, ces suites qui sont basées sur la nostalgie, c'est pas souvent très bon signe en termes de qualité ou même d'originalité. Mais je me suis dit, allez, s'il arrive à reprendre l'ambiance horrifique et de comédie du premier film, on va se régaler. Sauf que Tim Burton, depuis, allez, Big Fish il y a 20 ans, ou Sweeney Todd, pour être un peu plus généreux, il n'a pas fait un vrai bon film. Il y a eu des trucs un peu sympathiques en animation, comme Frankenweenie en 2010, mais globalement, c'est une filmographie qui m'a beaucoup déçu personnellement au 21e siècle. Et lorsque j'ai vu ces épisodes de mercredi, je me suis dit, c'est pas possible, le mec est complètement nul. Alors oui, je sais que c'est la série télé, c'est différent. Et j'avais peur d'ailleurs, en regardant la bande-annonce, que ce film ressemble à Mercredi un petit peu, dans l'ambiance et tout. Ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Mais en réalité, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. J'avais un peu peur de cette suite nostalgique insupportable, mais est-ce que c'est le cas? Parce que oui, ça reprend 35 ans après les événements, et l'intrigue principale est celle du personnage de Winona Ryder, qui a bien grandi évidemment depuis le premier film. Elle a son émission de fantôme à la télé, elle est mariée, elle a un nouveau mari parce que son précédent est décédé, elle a un enfant, une fille, et c'est un peu ces différentes intrigues. Faire le deuil, élever sa fille, gérer sa vie de couple, et gérer son stress post-traumatique, mais on en parlera après. Et de l'autre côté, il y a une intrigue avec Beetlejuice, qu'on voit bien plus que dans le premier film, évidemment. Il était vraiment pas beaucoup présent dans le premier film, hein, si vous vous rappelez bien, mais cette fois-ci, il est très présent et il doit échapper à son ex-femme, interprétée par Monica Bellucci, ce qui est rigolo parce que c'est la nouvelle femme de Tim Burton, et forcément, les intrigues vont s'entrecroiser. Et je vais dire un truc tout de suite, l'acting est top. Je sais pas par quel miracle Tim Burton il a réussi à sortir ses performances de ses acteurs, mais tout le monde s'amuse à donf. Ils sont quasiment tous à 200%. Alors évidemment, Michael Keaton, il est bien plus fou, bien plus excentrique, bien plus généreux dans sa performance. Il a des cris toujours aussi bizarres, il a une physicalité très étrange, malsaine, la manière dont il bouge ses lèvres, on voit ses dents, le maquillage, il est tellement parfait en Beetlejuice. Et là, encore une fois, il en fait encore plus, mais parfaitement. Willem Dafoe qui joue un acteur un peu raté, qui fait genre d'être un flic en enfer et
tellement fun à suivre aussi, il y a plein de gags autour de lui, il s'éclate. Justin Theroux, pareil, il joue un énorme golemon, mais c'est tellement drôle, et tu vois qu'il s'est amusé aussi. Il y a aussi Burn Gorman que j'adore, qui a un petit rôle, mais franchement, il marque l'écran. Mais c'est vrai quand même que Winona Ryder et Jenna Ortega sont un petit peu en retrait, mais elles ont un rôle bien moins comique que les autres, elles sont censées être le cœur émotionnel et dramatique de l'œuvre, et pour ça, elles font un bon travail. Elles sont quand même drôles, elles ont quand même de belles séquences, et elles jouent quand même très bien, mais elles marquent moins l'écran parce qu'elles sont beaucoup moins excentriques que leurs costards, et leurs costards s'éclatent. Alors oui, Monica Bellucci, génial, même si c'est vrai que c'est un petit rôle, j'aurais aimé l'avoir un peu plus à l'écran, et un peu moins timide pour le coup. Et le truc, c'est qu'en termes de performance féminine, c'est Catherine O'Hara qui les éclipse toutes. Qu'elle est drôle, cette femme, qu'elle joue bien dans ce film, qu'elle s'est éclatée aussi. Elle est tellement fun à suivre, elle est tellement barrée, il y a cette thématique par rapport à elle et l'artiste un peu folle, élitiste et tout. C'est tellement assumé, et j'ai adoré les performances d'acting du film. J'ai ressenti une vraie joie en voyant ces acteurs jouer, ils étaient tellement à fond quoi. Et il y a évidemment quelques caméos, dont un très connu, assez sympathique, surtout connu dans la filmographie de Burton. Mais c'est ça qui est bien, chaque personnage a son intrigue, qu'elle soit majeure ou plus secondaire, disons. Ils ont leur propre motivation, leurs propres objectifs, leurs propres défis, leurs propres défauts, et leur arc narratif sert leur développement. C'est-à-dire qu'à la fin, les personnages ont tous changé, ils sont différentes personnes, et ils vivent ce qu'ils ont besoin de vivre, pour qu'ils soient plus humbles, qu'ils changent un peu d'attitude, qu'ils soient punis par exemple, ou juste qu'ils guérissent le mieux possible leur trauma. Les relations entre eux sont généralement très drôles, parce que ça reste une comédie horrifique, mais aussi touchante, sans jouer la case nostalgie à fond, et juste en créant de nouveaux arcs, de nouveaux personnages, et jamais ils regardent en arrière. Ils visent toujours l'avenir. Alors il y a des références au premier évidemment, et je pense qu'il faut voir le premier film pour vraiment apprécier celui-ci, mais le film va vers l'avenir. Les intrigues de tous les personnages s'entremêlent parfaitement à la fin, de manière très satisfaisante, et tous les arcs et leurs conclusions sont satisfaisants. Le climax, franchement, il est parfait, j'ai adoré chaque instant. C'était un climax en apothéose comme on aime, c'était génial. Et t'es vraiment investi émotionnellement. L'alchimie entre les acteurs et les personnages est dingue, les dialogues sont drôles, bien joués, et sont pas juste de l'exposition bête et méchant. T'as l'impression que c'est des vrais personnages qui vivent et disent les choses les plus logiques possibles dans leur situation. Tout en faisant des caisses évidemment, mais en ayant aussi des rebondissements par rapport à des persos, et en ayant évidemment les acteurs qui portent ces fameux personnages et ces performances. Mais là où c'est étrange, c'est que Tim Burton, il est en mode God mode. Il a installé une ambiance de malade, genre dès les premières secondes qui font évidemment penser au premier film de base. C'est un énorme enchaînement de séquences, de miniatures, mais pas que, avec la musique culte du film de base de Danny Elfman. Musique un peu discrète à certains moments, mais c'est normal, je vous explique après, qui te met parfaitement dans l'ambiance, et à partir de là, tu comprends, ok, on est de retour. Certes, les 30 premières minutes du film, je dirais, sont assez timides en termes de visuel. Tu sais, la photo est assez basique, tu as un peu de blanc, très peu de contraste, peu de relief, et à partir d'un moment, c'est Tim Burton sous cocaïne et LSD à la fois. Il s'est tellement amusé avec le film. Il se passe tellement de choses à l'écran constamment que j'ai pas du tout vu les 1h45 passer. C'était une claque sensorielle parce que Tim Burton, il s'est dit, ok, je veux que chacune de mes séquences ait ou un gag visuel, ou de body horror, ou un sketch, ou un truc un petit peu gore. Enfin bref, il voulait toujours une petite idée, et chaque plan a une idée. Ça ne s'arrête jamais. Entre ces hommages, si c'est pas pour dire plagiat, à l'expressionnisme allemand, au film italien, je vais pas trop en révéler sur ça parce qu'il y a une séquence qui est vraiment drôle et bien foutue par rapport à ça, au cinéma de monstres, évidemment, de l'époque, de la Hammer, des années 20, t'as l'impression qu'il a fait un hommage à la fois à sa propre carrière et aussi à la carrière de plein de gens qui l'ont inspiré. Il y a énormément de décors, il y a beaucoup de couleurs différentes, chaque scène a une vibe tellement spéciale et unique, et il s'éclate à chaque fois en changeant les couleurs durant la scène, en faisant tout le temps bouger les personnages. Genre, il n'y a pas de chant contre chant chiant de dialogue, quoi. Tous les personnages sont super actifs à chaque fois, ils font tous quelque chose tout le temps, quoi. Ça ne s'arrête jamais. Le film est sous coque, vraiment. Il y a un mélange parfait d'effets spéciaux pratiques, pour le coup, parce qu'ils ont reconstruit ou de super costumes, ou des marionnettes, ou beaucoup de stop motion, d'ailleurs. Il y a pas mal de créatures ou de séquences qui sont juste en stop motion. C'est pour ça que je vous dis aussi que c'est un hommage à sa carrière. Évidemment, parfois amélioré en CGI, et t'as quelques fonds verts et tout, mais t'y vois que du feu. Et t'as aussi des choses full CGI, mais le mélange est parfait. C'est vraiment un bac à sable à la Tim Burton, où t'as l'impression qu'il a mis toute sa carrière, quoi. J'exagère un petit peu quand je dis ça, évidemment, mais c'est un peu la culmination de ce qu'il fait depuis longtemps, t'as l'impression, en tout cas visuellement. Donc il a eu le budget pour ça, et en réalité c'est une comédie horrifique musicale. Il y a beaucoup de passages en musique, alors c'est pas une comédie musicale où ils vont parler de dialogue, mais c'est juste que les personnages vont chanter. Comme dans le premier film, vous allez me dire, alors cette fois-ci, je pense que là où dans le premier film il y avait genre 2 séquences musicales, là il y en a genre, je dirais 4 ou 5 en fonction de comment vous les jugez, et elles sont tellement drôles, parfois même émouvantes, et ils s'amusent tellement avec. Il va introduire des musiciens d'orchestre, que ce soit une chorale d'enfants ou genre des zombies avec des trompettes, juste pour le kiff.
Et il a raison. Il s'amuse avec les échelles, les maquettes, les miniatures, les murs qu'il va casser. Tu sais pas dans quelle direction ça va. Il s'amuse avec plein d'idées. Il fait n'importe quoi en théorie, mais à chaque plan, il y a une idée. Et ça va déranger beaucoup de personnes en réalité parce que c'est tellement beaucoup que des gens vont trouver que c'est un peu l'overdose. Moi, j'ai kiffé chaque instant. La manière dont il mélange la musique, le montage, les décors, les performances d'acting, l'histoire, l'émotion, c'est tellement satisfaisant. Le film a plusieurs langues d'ailleurs, surtout Beetlejuice qui en parle, genre plusieurs. Parfois, il va dire à un acteur de bouger sa bouche d'une manière très spécifique pour leur donner un sentiment de possession très précis. Il va jouer sur des blagues par rapport à la religion surtout, mais des blagues de partout en fait. Il s'amuse vraiment avec, il y a des gags qui sont tellement parfaitement reproduits. Tu vas voir un surfeur à un moment, tu comprends direct ça sera quoi le gag. Tu vois des serpents à un moment, tu comprends aussi. Chaque blague a un payoff tellement cool. Plein de nouvelles créatures, plein de nouveaux cadavres, mais tout est tellement bien emboîté et c'est bien condensé quoi. 1h45, il n'y a rien acheté, franchement. C'est drôle, c'est un peu gore, musicalement c'est fun. Il y a des beaux plans constamment, surtout à partir de la 30e minute pour le coup. Il y a cette impression de rêve qui est vraiment géniale et qui est thématiquement intéressante. Il y a juste un petit truc qui m'a dérangé, c'est que dans la bande-annonce du film, le what the fuck est censuré. À un moment, Beetlejuice dit ça, et dans le film aussi, c'est censuré. J'ai trouvé ça particulier comme choix de censurer le truc dans le film. Peut-être il s'est dit que c'est plus drôle de le censurer. Ça m'a un petit peu sorti du truc. Chipotage, hein, rien d'important. Mais il n'a pas oublié que le premier film Beetlejuice, ça parlait de choses sérieuses, et là, cette fois-ci, c'est pareil, ça parle de trauma, ça parle de deuil, ça parle de comment certains utilisent leur trauma pour s'en sortir financièrement, comment certaines personnes en profitent, comment certaines personnes cherchent désespérément l'amour, qu'est-ce qu'elles sont prêtes à faire pour ça, quitte à mettre leur vie en danger, par exemple, que ce soit émotionnellement ou physiquement, comment tu fais ton deuil, comment tu l'acceptes, comment vraiment tu passes à autre chose et tu gères ta famille. Et il y a un truc aussi évidemment intéressant sur le consentement qui est évidemment présent depuis le premier film. Pour conclure, j'ai adoré. Ça peut en déranger certains parce que parfois c'est un peu too much, mais si c'est votre délire, si vous aimez vous prendre la claque sensorielle et visuelle où ça s'arrête jamais et ça y va à fond et ça s'éclate, même si je trouve qu'il y a un bon équilibre mine de rien sur certaines séquences où tu retournes à la normalité, il y a pas mal d'horreur, il y a pas mal de comédie, il y a pas mal de musique, c'est bien orchestré, bien équilibré. Le début un peu lent peut-être, mais la fin est superbe, c'est vraiment maîtrisé. Et oui, c'est son meilleur film pour moi depuis, 2004 quoi. Et honnêtement, c'est pas mon style de dire ça pour ce genre de film, mais ils sont obligés de faire une suite. De toute façon, vous savez, Beetlejuice, donc il faut qu'il fasse un troisième de conclusion, et vu les idées qu'il a eues là, je me dis qu'ils peuvent carrément le faire. Et ça serait une belle trilogie, parce qu'en réalité, thématiquement, il y a des choses à raconter. Donc si vous avez aimé le premier, je pense que vous allez kiffer celui-ci. C'est un peu différent, c'est un peu plus action musicale, mais que c'est bien, que c'est kiffant. Et je vous le conseille. Et encore une fois, je vous conseille aussi de voir le premier. Il est disponible sur Max. Ça dure 1h30, ça se regarde très bien. Et il est très bien aussi. Donc avant de le voir, regardez donc le premier. Maintenant, je vais passer en spoiler. Que c'était drôle de voir Monica Bellucci ressusciter, un peu comme Tim Burton qui ressuscite la franchise, qui prend différents éléments de sa filmographie et qui en fait une sorte de corps ultime qui va chasser un peu son passé en chassant Beetlejuice. J'aimais bien un peu ce compte à rebours, je suis un peu déçu de la manière dont elle a été expédiée très rapidement à la fin, en trouvant un nouvel amant, le ver de sable qui la tue. Peut-être ça manquait un peu de catharsis et de conclusion à cet arc-là, mais en vrai ça passe bien et Monica Bellucci fait le taf. Mais c'est le symbole en fait de reconstruire ce monstre de Frankenstein avec plein d'éléments et de raconter une histoire qui chasse le passé, avec un caméo très sympathique de Danny DeVito, sûrement l'un des acteurs les plus reconnaissables de dos. Et c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, toute créature, tout concept, vous savez, le délire des passeports, des guichets, les serpents, le surf, le Père Noël, les fameux Bob. Bob, c'est le GOAT dans ce film. J'étais triste quand il est mort. J'ai adoré le design, le costume, et un peu la loyauté qu'il avait, et la manière dont ça a repris évidemment la fin du premier film. Il s'éclate tellement avec cet univers, quoi. Clairement, justice pour Bob. De même, Willem Dafoe, son gag avec le café, à chaque fois il a un café à la main, qu'il jette parce qu'il fait de l'acting, il s'emporte dans son rôle, alors que c'était un acteur un peu loser, qui a été puni parce qu'il voulait tout faire trop sérieusement, qui a aucune compétence. C'est tellement fun et assumé, et j'adore la manière dont il joue. J'adore la manière dont Catherine O'Hara en fait des caisses, surtout lorsqu'elle décède, et en vrai, lorsqu'elle meurt, t'es un peu triste parce qu'elle méritait pas de mourir, mais à la fois, un petit peu quand même, parce qu'elle était pas très fut-fut. Mais ce qui est bien avec sa mort, c'est qu'elle rejoint son compagnon, qui s'est fait bouffer par un requin, et du coup, à chaque fois qu'il parle, il y a une sorte de giclée de sang qui sort. C'est trop drôle. Il arrive à rendre ces trucs-là un petit peu touchant. Mais le personnage de De Roux, qui est genre détestable, qui est là pour manipuler Winona et tout, qui pense qu'à l'argent, c'est bien de montrer ce parallèle-là, où cet homme-là est presque plus démonique, voire aussi démonique que Beetlejuice, parce que rappelez-vous, Beetlejuice, son objectif, dans le premier film, c'est de marier Winona Ryder, et lui, c'est la même chose. Ils veulent marier cette femme pour leurs propres intérêts. Et c'est cool de montrer un être humain, normal, entre guillemets, qui manipule pour ses intérêts. Le parallèle entre le démon est dressé. Genre, Beetlejuice est plus sympa que le personnage de Justin Theroux. Et en plus, chaque scène, franchement, il est trop drôle. Le personnage de Gina Ortega, qui était peut-être un peu plus
plus en retrait, et intéressant par rapport à son deuil, elle n'a jamais fait le deuil de son père, elle recherche désespérément de l'amour familial, mais elle ne veut pas l'avoir de sa mère n'est jamais là pour elle, elle fait son émission de fantôme et tout, et du coup lorsqu'elle trouve un peu d'amour, d'affection, elle plonge la tête la première avec cet homme qui au fait est un serial killer qui a tué ses parents et qui est un dégénéré, mais vu qu'elle manque d'affection, qu'elle manque d'amour, elle va avec lui, elle est prête à se sacrifier presque, t'as l'impression, pour retrouver son père, et t'as un vrai moment de catharsis, d'émotion, lorsque les trois se font un câlin. Et c'est trop drôle parce que justement cette scène-là, qui est émouvante, qui est mignonne, c'est genre deux femmes normales qui font un câlin à un mec qui a plein de piranhas sur lui. C'est ça que j'aime bien chez l'âge d'or de Burton, c'est la manière dont il rend le grotesque touchant et émouvant. Et justement que ces deux personnages-là arrivent à réanimer la flamme de leur histoire familiale, qu'elles aient une vraie relation mère-fille, et touchante, et belle. Et c'est ça l'histoire de cette saga, c'est la maternité aussi. Rappelez-vous, dans le premier film, elle peut pas avoir un enfant, la femme. Ça a toujours été ça, naviguer sa maternité, ses traumas, pour vivre une meilleure vie. Et c'est pour ça que ce montage à la fin est assez touchant, où elle se marie à un enfant qui est Beetlejuice démoniaque, puis elle se réveille et tout. Trop fun, mais tu vois que dans le rêve, Jenna Ortega accepte le bébé Beetlejuice, parce qu'au fait, elle a fait son deuil, et elle accepte l'enfant qu'elle a, même s'il est démoniaque, qui tue genre des médecins. Parce que c'est ça le but de l'histoire. Winona Ryder, c'est ça, c'est faire face à son passé, l'accepter, passer à autre chose, et avancer avec sa fille. Mais évidemment, celui qui vole le show, c'est Beetlejuice, Michael Keaton. Quelle performance. Je suis tellement content qu'on ait le droit à la Keatonaissance depuis quoi, Birdman, je dirais. Ces 10 dernières années, Keaton, il était incroyable, et je suis grave content parce que c'est un acteur de génie. Comédie, drame, il est au top. Mais alors là, entre la thérapie de couple, où il effraie tout le monde rapidement, il fait genre 5 atrocités horribles, démoniaques de body horror en 3 secondes, lui qui chante plusieurs chansons dans le film, lui qui chante à la guitare, la séquence en italien qui est tellement drôle, avec la peste et l'esthétique de cette scène, le climax qui est grandiose avec le mariage, et lui qui devient un chef d'orchestre et qui réussit tout, mais qui se fait avoir par le code du démon. Il y a toujours des gags par rapport à lui lorsqu'il fait une promesse, et au fait c'est une fausse promesse et un mensonge, du coup il s'enflamme pendant un moment. La manière de changer de langue aussi, constamment. Le Matador m'a trop fait rire, il a appris de ses erreurs du premier film en réalité. Et cette séquence de rêve à la fin, ça veut pas dire que tout le film était un rêve. Et même si tout le film était un rêve, c'est pas important. Ce qui est important, c'est juste que ces traumas soient exorcisés. Et on voit bien qu'à la fin, le trauma Beetlejuice n'est pas réellement exorcisé. C'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a moyen de faire une dernière suite pour avoir Beetlejuice, entre guillemets, en tant que vrai antagoniste et passer à autre chose. Parce que justement, l'idée de ces films, ça a toujours été de chasser les démons de leur passé. Si ça arrête au deuxième film, très bien. Je m'attends à un vrai succès pour ce film, vraiment, pour le coup. Mais s'ils font un troisième, moi je suis chaud aussi. J'ai vraiment adoré pour le coup. Je m'attendais pas à autant aimer. Et je suis très curieux de savoir votre avis sur le film. Donc dites-le moi dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Et suivez-moi sur tous mes réseaux pour voir le contenu exclusif. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.